Vous êtes-vous déjà senti piégé par une dépendance, incapable de la surmonter malgré tous vos efforts? Les vices peuvent nous consumer et affecter profondément nos vies. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous des leçons stoïciennes qui m'ont aidé à surmonter mes propres défis. Nous explorerons des stratégies pratiques, appuyées par des citations de philosophes stoïciens, pour vous aider à trouver la liberté et l'autodiscipline. J'utiliserai des exemples personnels pour rendre ces leçons plus applicables à votre vie quotidienne. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à soutenir ce contenu. Votre soutien est crucial pour continuer à créer des vidéos utiles. Je vous mets au défi de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ne manquez aucune leçon importante, car l'une d'entre elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Commençons. Numéro 1. La force de l'honnêteté. Je me souviens clairement du jour où j'ai réalisé que la cigarette était devenue mon pire ennemi. J'étais assis seul dans ma chambre, entouré d'une fumée dense qui semblait refléter la confusion et le chaos dans mon esprit. Je me demandais comment j'en étais arrivé là, comment quelque chose d'aussi petit pouvait avoir autant de contrôle sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris la force de l'honnêteté. Admettre que j'avais une addiction et qu'elle me ruinait a été crucial pour commencer mon chemin vers la liberté. Cela aurait pu être n'importe quel autre vice, l'alcool, la nourriture, le jeu. Mais pour moi, c'était la cigarette, le bourreau silencieux qui menaçait de détruire ma santé et ma vie. Reconnaître votre vice est la première étape cruciale. Être honnête avec soi-même signifie admettre que le problème existe et qu'il a le pouvoir de vous détruire. Pendant mes années de jeunesse, je pensais d'une certaine manière être différent, que je n'aurais pas le même sort que les autres. Je croyais que le vice ne me ferait pas de mal, mais sur quoi reposait cette croyance? Cela n'avait aucun sens. Je devais accepter ma propre mortalité et comprendre que tôt ou tard je paierais les conséquences. Être honnête m'a permis de voir qu'il y avait deux chemins, où je le quittais, ou il me quittait. Et pour voir cela, il faut être brutalement honnête avec soi-même. Une des pratiques que m'a enseigné le stoïcisme est la visualisation négative. Chaque jour, je consacrais quelques minutes à imaginer les conséquences négatives de continuer avec mon vice. Je réfléchissais à l'impact à long terme sur ma vie. Je voyais la fin, je la connaissais, et je savais que si je ne le quittais pas, il finirait par me quitter. Cette pratique stoïcienne m'a aidé à mieux valoriser ce que j'avais et à être conscient de l'impact de mes actions. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie sans ce vice qui vous consume? Quel changement positif pourriez-vous expérimenter si vous aviez le courage de l'affronter et de le laisser derrière vous? Je me souviens d'une citation de Sénèque qui m'a profondément marqué. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente de demain et la perte du jour présent. Ces mots m'ont fait réaliser que je ne pouvais plus retarder la décision de changer. Je devais agir maintenant, car chaque jour perdu était une opportunité gâchée. La chose la plus importante que j'ai apprise est que l'honnêteté envers soi-même m'a donné la force de changer. Reconnaître mes faiblesses et travailler sur elles a été transformateur. L'honnêteté est fondamentale pour abandonner les vices une fois pour toutes. Être honnête avec soi-même permet de voir la réalité de sa situation, de comprendre les conséquences et de prendre des décisions éclairées pour améliorer sa vie. C'est la première étape vers la liberté et l'autodiscipline, et bien que le chemin puisse être difficile, la récompense en vaut chaque effort. Numéro 2. Rompre avec l'illusion. En étudiant et en me renseignant sur le sujet, j'ai réalisé que le vice ne satisfait pas seulement un besoin temporaire, mais qu'il génère sa propre fin. C'est une illusion dangereuse. Chaque fois que je cédais à mon vice, je ressentais un soulagement momentané, mais je me retrouvais rapidement à en désirer plus. Ce cycle interminable, alimenté par la même drogue, me piégeait dans un état constant d'insatisfaction. Je savais que si je ne rompais pas avec cette illusion, je resterais piégé, ma vie et ma santé en danger. Une étude publiée dans le Journal of Neuroscience met en évidence comment les addictions, qu'il s'agisse du sucre, du tabac ou d'autres substances, modifient les circuits de récompense du cerveau, générant un besoin constant et croissant. Cette information m'a fait comprendre la gravité du problème.
Ce n'était pas seulement une question de volonté, mais un cycle biochimique qui devait être brisé. Je me souviens d'une citation d'un philosophe contemporain qui a résonné profondément en moi. Le premier principe est de ne pas se tromper soi-même, et pourtant soi-même est la personne la plus facile à tromper. Cette phrase reflétait parfaitement les valeurs du stoïcisme et m'a poussé à être plus honnête avec moi-même. Pendant mon étude du stoïcisme, j'ai compris que je devais affronter le cycle du vice de front. J'ai trouvé une pratique appelée le jour de privation. Cette stratégie est devenue essentielle pour moi. Avant de l'abandonner complètement, j'ai commencé par choisir un jour par semaine pour me priver volontairement de mon vice. Au début, c'était incroyablement difficile. Je me souviens d'avoir ressenti une résistance intérieure écrasante, mais je savais que je devais m'engager à ne pas céder, même pour une seule gorgée ou une seule bouffée. Cet exercice non seulement m'a renforcé, mais m'a aussi démontré empiriquement que j'étais plus fort que le vice, ce qui m'a donné plus de force pour prendre la décision finale. Les résultats positifs ne se sont pas fait attendre. J'ai commencé à me sentir plus en contrôle, moins esclave de mes envies. La chose la plus importante que j'ai apprise est que rompre avec l'illusion du vice est possible. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi d'honnêteté et d'engagement envers soi-même. Rompre avec l'illusion du vice est fondamental pour atteindre la liberté et l'autodiscipline, pour voir la réalité et couper le cycle de l'addiction. Vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et atteindre une plus grande paix et satisfaction. C'est une étape cruciale sur le chemin de la liberté de tout vice, et bien que cela soit difficile, la récompense en vaut chaque effort. Je vous invite à appliquer cet exercice dans votre vie. Choisissez un jour par semaine pour vous priver volontairement de votre vice. Je vous promets que vous commencerez à remarquer des changements positifs dans votre vie et une force intérieure que vous pensiez avoir perdue. Numéro 3. La gratitude comme antidote au désir. Je me souviens clairement de cette nuit sombre, assis dans mon salon, entouré d'une nuée de fumée de cigarettes et avec une bouteille de whisky à moitié vide à côté de moi. J'étais tellement plongé dans mes pensées et dans mon vice que je n'ai presque pas remarqué la douleur qui commençait à se former dans ma poitrine. Soudain, elle est devenue insupportable, une douleur aiguë qui m'a serré la gorge et m'a coupé le souffle. À ce moment-là, j'ai ressenti une peur réelle et paralysante. Je me suis demandé si c'était la fin, si c'était le moment de payer les conséquences de mes décisions. Qu'avais-je fait de ma vie? Pourquoi avais-je permis à mes vices de m'amener à ce point? J'ai vraiment eu peur. Le lendemain, lorsque je me suis réveillé, je me suis senti incroyablement reconnaissant. Reconnaissant d'avoir une autre chance, d'être encore en vie un jour de plus. Ce fut un moment de clarté qui a changé ma perspective pour toujours. La gratitude est un outil puissant sur le chemin de l'abandon des vices. Être reconnaissant d'être en vie, pour la santé que nous avons, pour nos corps et tout ce que nous possédons, nous donne une nouvelle perspective. Cela nous permet de voir au-delà de nos besoins immédiats et de valoriser ce qui compte vraiment. En pratiquant la gratitude, nous commençons à voir nos vices comme des obstacles à une véritable appréciation de la vie. Le stoïcisme m'a appris l'importance de la réflexion nocturne. Chaque soir, avant de dormir, je prenais un moment pour réfléchir à ma journée. J'évaluais mes actions et mes pensées, en particulier en relation avec mes vices. Je me demandais ce que j'aurais pu mieux faire et comment je pourrais m'améliorer le lendemain. Cet exercice n'a pas été facile au début. Il y avait des jours où il m'était difficile de faire face à mes erreurs et à mes faiblesses. Mais avec le temps, cette pratique est devenue une source de force et de clarté. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à tout ce que vous avez et à quel point vous êtes chanceux? Comment votre vie changerait-elle si vous commenciez à valoriser davantage ce que vous avez et moins ce qui vous manque? Je me souviens avoir lu une citation qui disait « Ce n'est pas la tâche qui est immortelle, mais l'acte de la nettoyer ». Ces mots m'ont rappelé que chaque jour est une opportunité de s'améliorer, d'être reconnaissant et de laisser derrière soi ce qui nous fait du mal. Les résultats de l'incorporation de la gratitude dans ma vie ont été profonds. J'ai commencé à me sentir plus en paix, plus en contrôle et plus heureux. La chose la plus importante que j'ai apprise est que la gratitude m'a permis de voir mes vices sous un nouveau jour, non pas comme quelque chose qui me procurait du plaisir, mais comme quelque chose qui me volait l'opportunité de vivre pleinement. La gratitude est fondamentale pour abandonner les vices, parce qu'elle nous permet de voir la vie avec clarté
et d'apprécier ce qui compte vraiment. Je vous encourage à incorporer l'exercice de la réflexion nocturne dans votre vie quotidienne. Prenez quelques minutes chaque soir pour réfléchir à votre journée, à vos actions et à vos pensées. Demandez-vous ce que vous auriez pu mieux faire et comment vous pouvez vous améliorer demain. Vous verrez comment, peu à peu, vous commencerez à remarquer des changements positifs dans votre vie. Vous pouvez le faire. Numéro 4. Modérez-vous. La modération est une vertu stoïcienne fondamentale. Pratiquer l'autocontrôle dans des aspects petits et faciles en premier lieu est une stratégie efficace. Par exemple, si votre vice est de fumer, commencez par réduire progressivement le nombre de cigarettes. Au début, cela peut être très difficile. Je me souviens de la résistance intérieure que je ressentais en essayant de réduire ma consommation. La clé était de célébrer chaque petit succès, chaque pas en avant. Reconnaître ces petits succès m'a motivé à continuer. Au début, vous rencontrerez une grande résistance à l'idée de modération. Il vous sera difficile et frustrant de ne pas céder à l'anxiété, mais avec le temps et une pratique constante, vous serez capable de surmonter cette difficulté. Célébrer chaque petit succès, aussi minime soit-il, vous donnera la motivation nécessaire pour continuer. Comme le disait Marc Aurèle, la modération est la meilleure vertu car elle consiste à connaître ses limites et à ne pas les dépasser. Cette citation m'a toujours rappelé l'importance d'établir et de respecter mes propres limites. La modération est fondamentale pour atteindre l'autodiscipline et la liberté personnelle. Sans modération, nous sommes esclaves de nos désirs et de nos émotions. Mais en pratiquant la modération, nous apprenons à établir et à respecter nos limites, renforçant ainsi notre capacité à résister aux impulsions et à vivre en accord avec nos valeurs. Je vous invite à pratiquer l'autocontrôle progressif dans votre vie. Commencez par de petits pas, célébrez vos réussites et vous verrez comment la modération peut réellement vous libérer. Numéro 5. Le pouvoir de la constance. Cette vidéo vous offre des outils pratiques et une motivation initiale. Mais la vérité est que je n'ai pas le contrôle sur votre propre volonté. Seul vous pouvez la diriger. Vous êtes le créateur de votre réalité. Vous pouvez faire des recherches ici et là, mais au final, ce sera toujours vous contre vous-même. Le problème central est la constance dans la direction de notre pensée. Le dialogue interne est fondamental. Cependant, nous tendons naturellement vers la pensée négative. Ce schéma peut saboter nos efforts pour abandonner les vices et atteindre l'autodiscipline. Je me souviens d'un moment précis dans ma vie où je faisais face à mes propres pensées négatives. Je luttais constamment pour arrêter de manger en excès. C'était comme une voix intérieure qui me disait que je ne pouvais pas le faire, que c'était trop difficile. C'était une bataille constante contre moi-même. Une fois, j'ai lu une citation du philosophe Louise Hay qui est devenue un mantra pour moi. Le point de pouvoir est toujours dans le moment présent. Cette phrase m'a rappelé que j'avais le pouvoir de changer mon dialogue interne à tout moment et que ce changement pouvait commencer maintenant. J'ai commencé à faire plus de recherches sur le sujet et j'ai trouvé une étude qui m'a profondément impacté. Selon un article publié dans la revue National Science Foundation, 80% de nos pensées tendent à être négatives. Là, j'ai pris conscience de l'importance et de la pertinence de contrôler mon dialogue interne. J'ai compris que pour surmonter mes vices, j'avais besoin d'une stratégie pour combattre ces pensées négatives de manière constante. Je veux partager avec vous un exercice qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Il s'agit du discours interne positif. Lorsque vous ressentez la tentation de retomber dans votre vice, parlez-vous calmement et rationnellement. Par exemple, si votre vice est de manger en excès, au moment où vous ressentez l'impulsion de manger quelque chose que vous ne devriez pas, arrêtez-vous et rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous évitez cette nourriture. Dites-vous quelque chose comme « Je choisis de manger sainement parce que je veux me sentir bien et avoir de l'énergie ». Ce dialogue interne positif est un outil puissant pour rediriger vos pensées et renforcer votre volonté. La chose la plus importante que j'ai apprise est que je pouvais changer ma réalité à travers mon dialogue interne. La constance dans cette pratique m'a permis de surmonter mes impulsions négatives et de rester concentré sur mes objectifs. La constance est fondamentale pour abandonner les vices une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas seulement une question de volonté, mais de persistance et de détermination pour orienter votre pensée vers le positif. Félicitations d'être arrivé jusqu'à la moitié de cette vidéo.
Cela démontre votre engagement envers votre croissance personnelle et la pratique du stoïcisme. Continuons. Numéro 6. Embrasser l'imperfection. Je me souviens d'une nuit en particulier où j'étais déterminé à arrêter de fumer. Une semaine était passée sans une seule cigarette, mais cette nuit-là fut particulièrement difficile. J'étais de mauvaise humeur, l'anxiété me dominait et je sentais que toute ma motivation avait disparu. Je me demandais si cela valait vraiment la peine de continuer à me battre. Je me suis assis à mon bureau, entouré de papiers, sentant que le poids du monde reposait sur mes épaules. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi ne pouvais-je pas simplement être fort tout le temps? Abandonner un vice n'est pas un chemin facile. Il y aura des mauvais jours, des jours où vous aurez l'impression de reculer plutôt que d'avancer. Vous aurez des rechutes, et c'est normal. Le plus difficile est au début, lorsque votre corps et votre esprit passent par un processus de changement. Pour certains, ce temps de changement peut durer quelques jours, pour d'autres, des semaines, mais il finit toujours par passer. L'important est de persévérer. C'est ici que la pratique du journal de bord devient fondamentale. Tenir un journal où vous enregistrez vos pensées, sentiments et situations qui déclenchent votre vice vous aidera à identifier des schémas. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir retourner à ce vice? Quand vous sentez-vous le plus vulnérable? En mesurant vos progrès, vous devenez plus conscient de vos habitudes et vous pouvez travailler pour les améliorer, car ce qui n'est pas mesuré ne peut être amélioré. Le stoïcisme m'a enseigné l'importance de la conscience de soi et de la réflexion. Au début, il était difficile d'être honnête avec moi-même et de voir mes échecs sur papier. Mais avec le temps, cet exercice est devenu un outil puissant. Il m'a permis de voir mon progrès et de mieux comprendre mes propres schémas de comportement. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser quelle situation ou émotion déclenche vos vices? Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez identifier et éviter ces déclencheurs? Je me souviens d'une citation de Sénèque qui m'a profondément inspiré. Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il n'a pas eu l'occasion de prouver sa force. Ces mots m'ont rappelé que chaque jour difficile, chaque rechute était une opportunité de me renforcer et d'apprendre. Les résultats de tenir un journal de mes habitudes ont été révélateurs. J'ai commencé à remarquer des schémas que j'ignorais auparavant. La chose la plus importante que j'ai apprise est que les rechutes ne sont pas des échecs, mais font partie du processus d'apprentissage et de croissance. Chaque fois que je reprenais la pratique après une chute, je devenais plus fort et plus déterminé. Embrasser l'imperfection est fondamental pour abandonner les vices une bonne fois pour toutes. Reconnaître qu'il y aura des mauvais jours et qu'il est normal d'avoir des rechutes vous permet d'être plus compatissant envers vous-même et de continuer à avancer. Je vous encourage à tenir un journal de vos habitudes, à mesurer vos progrès et à ne pas vous punir pour les jours difficiles. Reprenez la pratique et vous verrez comment, peu à peu, vous commencerez à remarquer des changements positifs dans votre vie. Vous pouvez le faire. Numéro 7. La patience est le chemin vers Dieu. La patience est sans aucun doute le meilleur allié dans la bataille pour abandonner les vices une fois pour toutes. C'est une vertu essentielle qui peut tout accomplir, un phare d'espoir dans les moments les plus sombres. La patience n'est pas seulement attendre passivement, mais une attitude active de persévérance et de résistance face à l'adversité. Seule la patience mène à Dieu, quelle que soit votre conception du divin. C'est dans ces moments d'attente et de lutte que se forge le caractère, où nous trouvons la force de continuer. Pensez à la patience comme une graine plantée dans une terre fertile. Au début, on ne voit pas beaucoup de progrès. Jour après jour, la graine reste cachée sous la terre. Mais avec le temps, avec suffisamment d'eau, de soleil et de soins, cette graine commence à germer. Peu à peu, elle se transforme en une pousse, puis finalement en un arbre fort et robuste. Ce processus ne peut être précipité. Il demande du temps et des soins constants. De la même manière, abandonner un vice est un processus qui demande de la patience. Les résultats ne se voient pas immédiatement, mais chaque jour de lutte et de résistance nous rapproche un peu plus de notre objectif. Il y a une citation du Dalai Lama qui me fascine et qui est pour moi une belle façon de définir ce concept. La patience est la meilleure prière que nous puissions offrir pour nous-mêmes et pour les autres. Elle me rappelle qu'à chaque moment de difficulté, la patience est ce qui nous soutient, ce qui nous permet de continuer quand tout semble perdu. Réfléchissez un instant.
Combien de fois avez-vous senti que le processus de se débarrasser d'un vice était interminable? Comment votre perspective changerait-elle si vous embrassiez la patience et faisiez confiance au processus? Au cours de mon propre chemin pour abandonner mes vices, j'ai appris que la patience était fondamentale. Il y avait des jours où je sentais que je ne progressais pas, que mes efforts étaient vains. Mais chaque fois que je prenais le temps de réfléchir, je réalisais que chaque petit pas était un progrès, aussi insignifiant soit-il. La patience m'a permis de voir l'ensemble du tableau, de comprendre que chaque jour de lutte était un investissement dans mon avenir. La patience m'a aussi appris à être plus compatissant envers moi-même. Au lieu de me punir pour mes rechutes, j'ai appris à les voir comme faisant partie du processus. Chaque rechute était une opportunité d'apprendre, de mieux comprendre mes faiblesses et de travailler dessus. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'elle soit construite en un jour. Chaque brique que vous posez, chaque heure de travail que vous investissez, vous rapproche un peu plus de votre objectif. De la même manière, chaque jour de patience et de persévérance vous rapproche de la liberté de vos vices. La patience est fondamentale, car elle nous permet de garder espoir et motivation tout au long du processus. Sans patience, il est facile de se décourager et de renoncer. Mais avec patience, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Je vous encourage à ne pas vous décourager. Restez patient et sage, sachant que ce que vous désirez se réalisera. Chaque jour de lutte, chaque moment de résistance vous rapproche un peu plus de votre objectif. La patience peut tout accomplir. Rappelez-vous que sur le chemin vers la liberté, la patience est votre meilleur allié. Numéro 8. Ancrez-vous dans l'ici et maintenant. La pleine conscience est un outil puissant qui nous permet d'être présents, de reconnaître nos tentations et de décider consciemment de ne pas y céder. Imaginez un instant être au milieu d'une tempête. Les vents sont forts, la pluie est intense, et il semble que la tempête ne va jamais cesser. Au milieu de ce chaos, vous trouvez un refuge, un endroit où vous pouvez être en sécurité et tranquille. La pratique de la pleine conscience est comme ce refuge. Vous ne pouvez pas arrêter la tempête, mais elle vous permet de trouver la paix et la stabilité au milieu de celle-ci. Une fois, lors de ma propre lutte pour abandonner mes vices, je me suis retrouvé dans une situation particulièrement difficile. J'étais à une fête, entouré de personnes qui profitaient de choses que j'essayais d'éviter. Je ressentais une forte tentation de céder, de me joindre à eux et d'abandonner mes efforts. À ce moment-là, je me suis souvenu de la pratique de la pleine conscience. J'ai fermé les yeux un instant, respiré profondément et je me suis ancré dans le présent. Je me suis concentré sur ma respiration, sur les sons autour de moi, sur la sensation de mes pieds sur le sol. En faisant cela, la tentation a commencé à s'estomper. J'ai réalisé que je pouvais être présent dans l'instant sans céder à mes désirs. Jon Kabat-Zinn, un auteur contemporain et pionnier dans le domaine du mindfulness, a dit « Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer ». Cette citation m'a toujours rappelé que nous ne pouvons pas contrôler les tentations auxquelles nous sommes confrontés, mais nous pouvons apprendre à les gérer avec grâce et sagesse. Les études ont démontré que la pratique régulière de la pleine conscience peut réduire significativement les envies et améliorer l'autocontrôle. Une étude publiée dans la revue Clinical Psychology Review a trouvé que le mindfulness peut être une intervention efficace pour réduire l'utilisation de substances et prévenir les rechutes. Savoir cela m'a donné encore plus confiance en cette pratique et en sa capacité à m'aider dans mon cheminement. Pour incorporer la pleine conscience dans votre vie, commencez par pratiquer l'attention pleine dans des moments spécifiques de tentation. Par exemple, si votre vice est de manger en excès, lorsque vous ressentez l'impulsion de manger quelque chose que vous ne devriez pas, arrêtez-vous et respirez profondément. Concentrez-vous sur le présent, observez vos pensées et vos émotions sans les juger. Reconnaissez la tentation, mais ne cédez pas. Au lieu de cela, redirigez votre attention vers quelque chose de positif et de sain. Au début, il peut être difficile de maintenir l'attention pleine, surtout lorsque les tentations sont fortes. Mais avec le temps et la pratique, cela devient plus facile. La clé est d'être patient avec vous-même et de vous rappeler que chaque moment de pleine conscience est un pas vers votre objectif. Les résultats de la pratique du mindfulness ont été transformateurs pour moi. J'ai commencé à me sentir plus en contrôle de mes décisions et moins esclave de mes désirs. La chose la plus importante que j'ai apprise
et que je pouvais trouver la paix et la stabilité au milieu de n'importe quelle situation. S'ancrer dans l'ici et maintenant est fondamental pour abandonner les vices une fois pour toutes. La pleine conscience nous permet d'être présents, de reconnaître nos tentations et de décider consciemment de ne pas y céder. Je vous encourage à pratiquer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Trouvez ces moments de tentation, ancrez votre attention dans le présent, et vous verrez comment, peu à peu, vous commencerez à remarquer des changements positifs dans votre vie. Numéro 9. La souffrance est optionnelle. Dans la vie, la douleur est un fait. La confronter est inévitable. Vous vous blessez et cela fait mal. Vous êtes quitté et cela fait mal. Vous perdez votre emploi et cela fait mal. C'est la réponse humaine de base face à l'adversité. Mais qu'en est-il de la souffrance? La souffrance est cet acte masochiste de revivre la douleur encore et encore, permettant à ce moment douloureux de s'emparer de votre présent et souvent de votre avenir. Alors que la douleur est inévitable, la souffrance est un choix. Je me souviens d'une époque de ma vie où la souffrance était devenue une routine. J'avais décidé d'arrêter de boire et, durant ce processus, chaque rechute me remplissait d'une douleur profonde. Mais ce qui me détruisait vraiment, ce n'était pas la douleur immédiate de la rechute, mais la rumination constante qui suivait. Je me punissais mentalement encore et encore, revivant la culpabilité et l'échec. Je me demandais pourquoi je restais dans ce cycle, pourquoi je ne pouvais pas arrêter de souffrir. La neuroscientifique Dr. Jill Bolte Taylor de Harvard explique que lorsque nous réagissons à un stimulus émotionnel, nous traversons un processus chimique qui dure 90 secondes. C'est le temps dont votre corps a besoin pour traiter l'événement et revenir à l'équilibre. Si la douleur persiste au-delà de ces 90 secondes, c'est parce que vous avez décidé de rester dans ce cycle de souffrance, de réactiver et d'alimenter cette émotion à chaque fois que vous repensez à l'événement, à chaque fois que vous revivez cette réponse émotionnelle initiale. Ce cycle vicieux, connu sous le nom de rumination mentale, est un piège dangereux. Si vous mâchez continuellement une pensée négative ou un souvenir douloureux, non seulement vous prolongerez votre souffrance, mais vous pourriez déclencher des états graves de dépression et d'anxiété. Cela m'a fait réaliser que je devais rompre ce cycle de souffrance auto-infligée. Comment rompre ce cycle? La clé réside dans l'observation consciente de vos émotions et réactions, en reconnaissant que vous avez le choix de ne pas nourrir cette douleur initiale. Laissez passer ces 90 secondes, puis décidez consciemment de ne pas vous reconnecter à la douleur. Cet acte vous donnera plus de liberté émotionnelle et de force mentale. Comme disait Sénèque, quand nous disons qu'une personne souffre, ce que nous disons vraiment, c'est qu'elle souffre plus que nécessaire pour prendre conscience de la réalité. Ces mots ont résonné profondément en moi et m'ont aidé à comprendre que j'étais la cause de ma souffrance, ou plutôt que mon opinion sur une circonstance l'était. Et en tout temps, j'avais le pouvoir de la changer. En pratiquant cette observation consciente, j'ai commencé à remarquer une transformation significative. Au lieu de rester piégé dans un cycle de souffrance, j'ai appris à laisser passer ces 90 secondes et à ne pas alimenter la douleur. Je suis devenu plus conscient de mes émotions et plus capable de les gérer de manière efficace. La chose la plus importante que j'ai apprise est que j'avais le pouvoir de me libérer de la souffrance inutile. Cesser de me lamenter sur ce qui est irréversible et choisir de mieux vivre a été l'une des décisions les plus libératrices que j'ai prises. La souffrance est optionnelle, et en comprenant et en appliquant ce principe, vous pouvez lâcher prise sur ce fardeau qui vous pèse tant. Choisissez de vous libérer de la souffrance. Reconnaissez la douleur, mais ne vous y accrochez pas. Apprenez à observer vos émotions sans les juger et laissez-les passer. Vous avez le pouvoir de changer votre vie et d'abandonner les vices une fois pour toutes. Vous pouvez le faire. Numéro 10. Soyez stoïque. Être stoïque signifie adopter une attitude ferme et vertueuse face à la vie, en particulier dans la lutte contre les vices et les tentations. Mais être stoïque ne consiste pas seulement à être dur et discipliné, c'est aussi faire preuve de compassion envers soi-même, être son meilleur ami et son plus grand allié. Dans ce dernier chapitre, je veux vous inspirer à embrasser le stoïcisme comme un chemin vers une vie plus pleine et libérée des vices. Imaginez un arbre robuste au milieu d'une tempête. Bien que les vents soufflent fort et que la pluie tombe intensément, l'arbre reste ferme, enraciné dans la terre. Ses branches peuvent vaciller, mais son tronc reste inébranlable.
C'est ce que le stoïcisme nous permet d'être, résilient et capable de rester droit face aux adversités et aux tentations. Au cours de ma propre lutte contre les vices, j'ai réalisé qu'adopter une attitude stoïque signifiait plus que simplement résister aux tentations. Cela signifiait comprendre mes faiblesses, accepter mes rechutes et en tirer des leçons sans me juger sévèrement. Le stoïcisme m'a appris à être mon plus grand allié au lieu de mon pire critique. J'ai compris que même si je tombais, je pouvais me relever et continuer avec plus de force et de détermination. Au final, la chose la plus importante que j'ai apprise est que être stoïque ne signifie pas être parfait, mais être résilient, être capable de se relever après chaque chute et de maintenir une attitude de constante amélioration. Cela signifie être son propre pilier de soutien, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance pour affronter n'importe quel défi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Ma volonté est mon pouvoir ». Ainsi, je saurai qui sont les victorieux qui ont atteint la fin de cette précieuse leçon. Cette affirmation est un rappel que vous êtes votre propre soutien sur ce chemin vers une vie libérée des vices. J'aimerais entendre votre expérience. Partagez dans les commentaires comment le stoïcisme vous a aidé à affronter vos défis et à surmonter vos vices. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes et créer une communauté de soutien et de croissance. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre participation est essentielle pour continuer à créer du contenu qui vous aide sur votre chemin de croissance personnelle. Je vous recommande de regarder les 2 dernières vidéos recommandées qui apparaîtront ici. Continuez à apprendre et à obtenir de la valeur pour renforcer la pratique du stoïcisme et améliorer votre vie. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.